Bonjour à tous, merci et bienvenue d'être là pour cette conférence qui s'appelle donc Retour d'expérience sur les projets data, le pas de côté avant de démarrer. Donc je me présente, je m'appelle Adeline Chaille, je représente Micropole dans le Grand Ouest et je suis ravie d'animer cette table ronde que l'on a aujourd'hui pour les femmes digitales de l'Ouest. Donc juste avant qu'on démarre, je vous parlais juste quelques minutes de l'association pour un petit peu mettre tout ça dans le contexte et après on rentrera dans le vif du sujet. Donc les Femmes Digitales de l'Ouest, c'est une association qui promeut la diversité et la mixité dans les métiers du numérique au sein des Pays de la Loire, qui a été créée en 2015 et qui adresse trois publics principalement, donc les étudiantes pour favoriser finalement l'accès aux filières numériques dès la formation, les femmes en reconversion et les femmes entrepreneurs. Donc c'est 120 adhérents qui travaillent finalement à de nombreux projets, beaucoup en collaboration avec l'ensemble de l'écosystème qu'on peut retrouver sur le territoire. Et donc on a plein d'événements qui sont organisés. La Nantes Digital Week incarne bien en fait la diversité des événements qu'on peut proposer, parce qu'il y a 7 conférences aujourd'hui au Salon de la Data, mais il y a eu également pas mal d'autres événements comme une projection débat sur le biais des algorithmes qui a déjà eu lieu. Il y a eu également, je reprends mes notes, mais il me semble que c'était un atelier Wikipédia Matrimoine pour alimenter finalement la mise en avant des parcours de femmes sur Wikipédia. Et il y a eu également une conférence la semaine dernière sur les parcours professionnels des femmes dans le numérique, de l'orientation jusqu'au leadership. Donc voilà, je vais laisser maintenant la parole à nos animateurs et participants de la table ronde pour que vous puissiez vous présenter. Et puis après, on enchaîne. Donc, je vais prendre la suite. Donc, Renaud Siquier, Inetom. Je travaille dans la data en tant que maîtrise d'œuvre, chef de projet maîtrise d'œuvre sur tous les projets data. Stéphanie Cordon, je suis manager Data Intelligence au sein du groupe Micropole, du coup à l'agence Ouest. Et j'effectue ici également des missions de direction de projet pour les clients spécialisés effectivement au sein des problématiques data. Et je suis Alexandre Candelot, directeur conseil pour la région Centre-Ouest d'Inetom. Et je suis très content d'avoir été invité dans cette table ronde. Je suis Marianne Alanic, je suis consultante et formatrice en intelligence artificielle dans ma structure qui s'appelle Altena. Merci à tous les quatre pour cette présentation. Lors de la préparation de nos différents échanges, on a pas mal débattu sur finalement comment bien aborder un projet data pour qu'il puisse vraiment se mettre au service d'une prise de décision qui soit objective et qui serve l'entreprise. Du coup, la première question qui nous est venue, auquel on pourrait s'attacher aujourd'hui, c'est finalement qu'est-ce qu'un projet data, comment le prendre. Et du coup, Alexandre, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur ça. Effectivement, derrière le terme data, on peut retrouver plusieurs réalités. On peut avoir déjà un premier découpage qui soit sur un usage, on va dire, décisionnel classique, avec une remontée un peu en mode photocopie de données pour prendre des décisions dans des tableaux de bord, ou alors une utilisation data plus statistique, voire machine learning ou intelligence artificielle. On va avoir de la data peut-être plus volumineuse, un projet orienté big data, sur lequel on va avoir des usages qui ne seront pas seulement ce mode tableau de bord. On va pouvoir aussi s'interroger sur qu'est-ce que la data pour les utilisateurs. Est-ce que c'est de la data très opérationnelle ou est-ce que c'est de la data de prise de décision ? Et puis comment elle circule aussi, quel est son impact aussi dans l'entreprise. Est-ce qu'elle va la data va avoir un rôle d'urbanisation ou de définition en fait, des modes de fonctionnement de l'organisation. Et par rapport au secteur d'activité dans lesquels vous avez eu l'occasion de travailler, finalement, est-ce qu'on peut avoir des approches différentes, peut-être notamment dans le secteur de la santé où toi tu travailles, Marianne, vis-à-vis d'autres secteurs dont vous pourrez nous parler? Je pense que c'est intéressant de voir les différentes visions. Alors dans le secteur de la santé, moi quand je suis arrivée, en fait c'était un secteur dans lequel je n'étais pas originaire. Je suis arrivée après, j'avais un cursus technique et donc voilà, je m'attendais à retrouver un peu ce que j'avais retrouvé avant dans les autres secteurs, dans l'industrie,
j'allais arriver, j'allais dérouler ce que je faisais, tout allait bien. Et finalement, dans les projets de data de la santé, c'était assez compliqué, en tout cas il y a quelques années, parce qu'il n'y avait aucune infrastructure, il n'y avait rien. Donc c'était aussi de contribuer à culturer un peu aussi les interlocuteurs avec lesquels on allait devoir travailler. Parce que pour eux, ils ne savaient pas ce que c'était que la donnée, donc ils ne savaient pas combien de temps ça allait durer, ils pensaient que c'était des projets dans le temps, on mettait en place quelque chose et c'était fini. Alors que finalement, non, ça allait demander quand même un investissement plus conséquent. Donc je dirais que par rapport à un autre projet, le projet data, il y a aussi le fait de devoir se projeter dans le temps et de se dire que c'est pas seulement la mise en place première, de développer le premier prototype, mais après il faut vraiment prendre en compte la maintenance et que ça c'était pas forcément quelque chose qui était pris en compte en tout cas dans le secteur de la santé. Je vous laisse rebondir. Oui, tu disais quand tu étais arrivé il y a très très longtemps, c'était pas comme ça. Et est-ce que tu notes dans le domaine de la santé, par exemple, une augmentation de la maturité en fait, de l'ensemble des collaborateurs ou des DSI autour du sujet de la data ? Oui, clairement. Je trouve que notamment ces 2-3 dernières années, là, j'ai vraiment senti que quand j'arrivais dans une nouvelle structure, au sein d'un nouveau projet, il y avait vraiment une évolution. Alors après, le secteur de la santé, c'est peut-être aussi un secteur un peu particulier parce que, j'espère qu'il n'y a pas de médecin dans la salle, mais c'est quand même des gens qui ont beaucoup d'ego et il ne faut pas venir non plus remettre en cause leurs pratiques. Donc, il faut avoir quand même une approche assez didactique et expliquer les choses. Donc, au début, ils voyaient quand même les projets data comme une menace parce que ça remettait en cause la façon dont ils travaillaient. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Parce qu'ils ont compris en fait ce que ça pouvait leur apporter. Aujourd'hui, moi, je trouve que effectivement, c'est beaucoup mieux accepté. Et... Moi, j'ai vu ça aussi dans le secteur assurance, par exemple, où c'était. Alors, il y avait toute une part de data qui était expérimentée pour trouver des nouveaux business models, mais qui était assez, on va dire, circonscrite dans les organisations des assurances. Et puis, il y avait surtout un rôle préventif, notamment avec Solvency II. Des mesures de protection ou de surveillance de la qualité des données qui étaient plus réalisées dans un aspect réglementaire. Donc le projet data était vraiment guidé dans un objectif de se mettre en conformité et d'être capable de montrer qu'on a mis en place une dynamique de données. Mais petit à petit, avec la maturité de la mise en œuvre de ces sujets-là, on arrive à une génération de projets où il y a un peu une convergence des deux, c'est-à-dire que le fait d'avoir réussi à améliorer la maturité globale des données et puis d'avoir eu des expérimentations font que maintenant il y a une maturité qui permet d'attaquer des projets plus ambitieux, quoi. Peut-être vous aussi, vous avez... Moi, je parlais peut-être de la partie... je travaille pas mal pour les équipes marketing. Aujourd'hui, je travaille pour les télécoms. Donc, moi, l'évolution que j'ai vue principalement, c'est qu'il y a quelques années, on mettait en place vraiment des data marts avec des données dédiées pour des métiers précis, une utilisation vraiment précise. Et de plus en plus, les efforts sont faits par les métiers justement pour documenter la donnée dans des socles et pour qu'elle soit partagée par toute l'entreprise en fait et que chacun puisse y avoir accès. Donc moi j'ai vraiment vu une évolution par rapport à ça dans ces dernières années justement et les points positifs justement dans le partage de la donnée avec l'implication justement des métiers dans la description pour documenter ces données-là. Il y a quelques années, c'est plutôt les équipes informatiques qui faisaient ce travail-là, donc qui documentaient beaucoup moins bien les données. Et aujourd'hui, ce travail de plus en plus va chez les métiers et ça permet justement ce partage de l'information dans l'entreprise. Moi, alors, j'ai pas mal d'expérience dans le secteur industriel, dans l'agroalimentaire. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'entreprises qui ont une culture data-driven, c'est-à-dire définir une stratégie d'entreprise et ensuite essayer de la décliner au niveau des différents secteurs d'activité de l'entreprise. Dans le secteur de l'industrie, l'approche est un peu différente, c'est-à-dire qu'on part quand même beaucoup du terrain de l'opérationnel avec des problématiques vraiment concrètes qui sont remontées par les métiers. Ce n'est pas une stratégie qui est définie par la direction qui est ensuite déclinée. Je vais prendre le cas d'une industrie dans l'agroalimentaire qui fabrique des produits laitiers, où la problématique qui a initié en fait la mise en œuvre d'un système d'information décisionnelle et permettait de répondre, de produire un bilan matière en fait concrètement. C'était je fabrique un produit laitier, je veux m'assurer en fait que je n'ai pas de perte de matière première entre ce qui est prévu dans ma recette, ce qui est fabriqué dans mon usine, dans ma chaîne de fabrication. Je veux m'assurer aussi du rendement du coût de mes matières premières par rapport au coût de fabrication.
Donc c'est un bilan matière qui a été initié, qui a permis d'initier justement le système d'information décisionnelle, qui a permis d'initier un référentiel de données, tout d'abord autour d'un référentiel produit. Et ensuite, c'est un deuxième besoin métier qui est apparu d'une autre direction, qui a permis d'enrichir ce socle d'information décisionnelle sur un projet d'élaboration budgétaire, où là, l'objectif, c'était d'élaborer, en fait, de budgéter le coût de fabrication usine des produits. Donc, les mêmes produits qu'on avait déjà initiés dans ce premier référentiel de données. Donc, dans l'industrie, l'approche est vraiment, je pense, plus concrète, pratique sur le terrain des besoins métiers qui émanent et qui vont permettre d'initier un premier projet et ensuite qui va être enrichi par d'autres problématiques métiers. Mais moi, je te rejoins sur cet aspect itératif, on va dire, entre le besoin métier et puis la structure qui va se mettre en place. Moi, j'avais démarré un projet de data quality dans une entreprise médico-sociale, donc c'était encore un intermédiaire entre vos deux secteurs. En fait, ils avaient changé le logo de la société et ils voulaient mettre à jour tous les papiers en tête de tous les sites. Et en fait, ils n'avaient pas l'adresse validée de tous leurs sites. Il y avait l'adresse de livraison, les adresses de devant, de derrière. Et personne n'était capable de publier, de dire et de tamponner, et de dire bah voilà, c'est ces adresses-là, quoi. Donc c'est pareil, ça a été le départ de se dire bah, on ne maîtrise pas nos données, puis d'engager une démarche qui est avancée petit à petit et qui s'est enrichie. Et puis maintenant, voilà, ils ont des cellules data qui sont structurées. En fait, toujours ce souvenir en fait, du cas métier au départ qui a mis en place la mécanique. Et il reste aussi assez concentré dans un pilotage de portefeuille qui va être sur une gestion de priorité par rapport à des enjeux métiers en fait, et qui vont diriger à la fois l'investissement opérationnel de nouveaux projets sur la plateforme, mais qui vont faire aussi l'enrichissement de la plateforme, le choix d'enrichissement de la plateforme. Qu'est-ce que je vais amener comme nouvelle fonctionnalité, sur quoi je vais investir. Donc je pense qu'effectivement, il faut... on parle, enfin, voilà, je pense que tout le monde maintenant connaît l'agilité, le Scrum. Il faut arriver à avoir cette acceptation du changement et se mettre dans une dynamique où on va ouvrir du dialogue, on va ouvrir une gestion de portefeuille quelque part entre le pilote du projet data, la DSI et les différents métiers, et avoir une négociation du changement à la fois sur les couches même techniques et les projets qui vont embarquer dessus, quoi. Alors moi, je reviens sur un exemple pour les couches techniques où effectivement il y a des aspects sur les projets data qui ne sont pas visibles. Donc techniquement, on a besoin de normaliser des traitements, des flux, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui ne sont pas du tout visibles au niveau du métier. Effectivement, c'est des choses compliquées à valoriser derrière. Donc on est obligé de les embarquer avec d'autres sujets qui, eux, sont plus en visibilité. Et parfois, c'est des choses, des sujets qui traînent un peu. Donc on garde une dette sur des flux qui ne sont pas normalisés, qui n'ont pas été correctement traités dès le début. Et on a beaucoup de mal à les corriger. Il faut trouver des techniques aussi gagnant-gagnantes avec les métiers. Par exemple, sur les cartographies de flux, sur le même exemple du médico-social, on avait travaillé sur les mécaniques d'alerte, c'est-à-dire qu'on voulait faire un inventaire des flux pour pouvoir travailler sur l'ordonnancement et puis la supervision des flux. Mais on a aussi travaillé avec les métiers pour savoir, en fonction des problèmes qu'on allait détecter à chaque niveau de l'architecture, quel était le niveau hiérarchique ou quelle était la personne fonctionnelle en face à avertir et quelles étaient les contre-mesures qu'on pouvait mettre en place. Et cet aspect gestion de risque a permis d'ouvrir du dialogue sur l'intérêt de la cartographie et puis d'emmener les gens travailler avec nous dans l'aspect technique pour remplir, en fait, instruire les valeurs, quoi. On voit que les projets peuvent venir du terrain. Pour autant, on a aussi des grands programmes dont on fixe des ambitions qui sont très liées avec la stratégie d'entreprise, justement pour reprendre les termes de culture data-driven. Est-ce qu'à l'inverse, il y a eu finalement aussi des cas que vous avez pu voir où les projets étaient pris très en amont et comment est-ce que finalement ces projets data s'alignaient sur une stratégie d'entreprise ou une stratégie métier en fonction de là où on se trouve? Alors, pour reprendre un exemple de l'assurance, moi j'ai vu un gros projet se mettre en place en fait, suite à un contrôle prudentiel de l'autorité de tutelle, la CPR, qui était venue faire un audit dans l'entreprise et qui leur a montré en fait, qu'il y avait des problèmes sur la maîtrise de leurs données, qui étaient explicables, qui étaient maîtrisés localement en fait, mais la maîtrise globale n'était pas suffisante, n'était pas assurée, n'était pas démonstrative, ça mettait du temps pour mener les enquêtes et dire non, mais en fait, si, ok, on comprend, on sait pourquoi c'est comme ça. Et donc, suite à ce contrôle, en fait,
l'entreprise a fait un switch, déjà pour se mettre en conformité, sortir du radar, parce que c'est lié à l'autorisation de mise sur le marché de leurs produits assurantiels. Et donc, ils se sont structurés sur une approche de data quality, au début très réglementaire. Je vais mettre en place mon catalogue, je vais identifier mes données critiques, je vais d'abord travailler sur ces données-là, essayer de les améliorer, mettre en place des tableaux de bord, et qui petit à petit se transforme maintenant avec une refonte de l'entrepôt de données. Donc ça a permis à la DSI d'avoir une oreille plus attentive à des projets de transformation globaux, et puis d'avoir aussi des interlocuteurs côté métier avec un Chief Data Officer, avec des responsables par domaine qui ont été identifiés et qui permettent aussi de mettre en place cette architecture. Donc voilà un phénomène aussi soit choisi, soit subi, mais assez global sur la structure, qui va avoir un impact aussi et qui va déterminer l'évolution de l'architecture. Là, dans ces cas-là, j'imagine qu'il faut quand même avoir un bon sponsoring pour pouvoir tirer ce type de grand projet de transformation qui capte toutes les directions. Du coup, je ne sais pas si vous pouvez suivre, mais dans tous les cas... Dans le même genre, alors au niveau du sponsoring, c'était pareil, des projets réglementaires, liés à des problématiques réglementaires. Donc forcément, il faut s'aligner dessus. Donc il n'y a pas le choix, en fait. Donc forcément, derrière, le DSI derrière a poussé pour que ça avance. Donc moi, je l'ai eu sur les problématiques de consentement, sur les coordonnées, mail, téléphone, etc. Et puis pour des problématiques bancaires aussi, d'envoi de données vers des banques générales, quoi. Oui, je voulais juste rebondir dessus, parce que c'est vrai que dans le secteur de la santé, on a aussi ces aspects réglementaires-là. Et du coup, en amont des projets, comme on est obligé de venir définir précisément ce qu'on va faire des données des patients ou des données de santé au sens large, maintenant, en fait, la contrainte réglementaire fait qu'on doit rédiger des documents qui reprennent en fait tout le flux des données et qui doivent venir anticiper ce qu'on va faire avec. Donc depuis que ces choses-là sont arrivées, je trouve que ça vient structurer vraiment en amont et qu'il y a moins de dérives sur les projets après, parce que justement on vient se poser toutes ces bonnes questions dès le début. Et le sponsoring, ça c'est vrai que si cette démarche-là n'est pas portée par... donc dans les projets santé, c'est plutôt ce qu'on appelle le promoteur, ou l'investigateur de ces projets, c'est vraiment très très difficile. Si ce n'est pas amené dès le début comme un projet, comme une question centrale du projet, le fait qu'on va devoir gérer les données de bout en bout. Moi, j'ai un retour d'expérience dans le secteur industriel toujours, du coup, où là, le client souhaitait rénover complètement son système d'information décisionnelle, c'est-à-dire remise à plat complète de l'architecture et puis des outils. Et pour embarquer effectivement cette rénovation du socle, en fait, à intégrer, identifier en fait un premier métier justement qui était vraiment le sponsor, qui était motivé en fait pour travailler sur ce chantier-là. Donc, qui s'est adressé tout d'abord à la supply chain. Donc c'est vrai que le sponsoring métier est très important, parce qu'il faut à la fois que l'ensemble des métiers, c'est-à-dire les équipes opérationnelles de ce métier-là aussi, comprennent bien les enjeux du projet, que ce soit compris et partagé par l'ensemble de l'équipe. Le sponsoring, ça ne peut pas être juste, on va dire, un directeur de service en fait, qui définit les choses à faire. Il faut que ce soit bien compris, intégré par tout le monde, et que l'ensemble de l'équipe soit motivé pour réaliser en fait, ce projet et mobilisé pour le réaliser. Alors l'autre chose sur laquelle il faut faire vraiment aussi très attention, c'est l'implication que ça va nécessiter auprès des équipes opérationnelles, parce qu'on le sait très bien, les équipes opérationnelles, elles ont déjà leur quotidien à gérer. Par-dessus tout ça va s'ajouter en fait le projet data qui doit être mené en parallèle de leur activité quotidienne. Donc il ne faut pas sous-estimer aussi au démarrage d'un projet l'implication qui va être nécessaire, et du coup bien prévoir aussi dans le plan de charge soit de réorganiser l'équipe ou de se faire accompagner par des personnes en plus, mais en tout cas c'est vraiment un sujet très important. Il faut vraiment se donner les moyens de ses ambitions, et donc penser à l'impact que ça va avoir opérationnellement chez les gens. Les accompagner aussi sur la montée en compétences. Ils vont être mis face à de nouveaux outils, donc il y a effectivement comprendre les problématiques métiers, mais il y a aussi comprendre et prendre en main ces nouveaux outils qu'ils vont devoir utiliser au quotidien. Donc c'est les accompagner sur tous ces sujets-là. Et puis surtout, ce premier projet data, c'est
c'est le projet qui va servir de vitrine aussi pour toute l'entreprise. Si effectivement l'entreprise est dans cette problématique, dans cet enjeu, voilà, d'innover et de se rendre plus performante au niveau du business grâce à l'exploitation de ces données et de piloter au mieux grâce à l'exploitation de ces données, il faut que ce premier projet pilote soit vraiment une vitrine, que ça permette aussi d'acculturer ou de convaincre les autres services de l'entreprise. Donc très important le choix du sponsoring effectivement de ce premier projet. Merci beaucoup. Ce qu'on entend beaucoup autour de ce que vous pouvez nous partager, c'est l'importance de la relation entre la DSI et les métiers pour rendre un projet data, on va dire, successful, voire de la direction data quand elle existe ou quand elle est mise en place. Ça apparaît quand même comme une clé de succès. Est-ce qu'il y a, à contrario, des cas où vous avez pu voir justement que ça ne fonctionnait pas ou que ça a engendré des difficultés ou alors que ça a facilité la réussite de ces différents projets-là? Dans le domaine de la santé, moi j'ai vu des exemples où il y avait des directions métiers très fortes, hein, où on avait par exemple des équipes décisionnelles qui avaient un facteur 10 par rapport aux équipes DSI. Donc ça leur permettait d'investir très loin, très fort sur certains sujets. Mais il arrive toujours un moment où en fait, hein, les couches technologiques sont complexes. Et à un moment, il faut que les deux mondes se résolvent et se rejoignent. Et forcément, on va quand même plus loin hein, quand les équipes DSI ou métiers arrivent à se mettre d'accord. Sachant que je pense aussi qu'il y a un phénomène de rotation hein, sur les technos décisionnels qui est assez fort. Donc même un métier qui va partir tout seul, au bout d'un moment, il va être rattrapé par l'émergence des nouvelles technologies et il ne va pas forcément arriver à maintenir en fait, hein, ce niveau d'investissement, de veille et de mise à niveau. Donc la collaboration, enfin moi les tentatives que j'ai pu voir, hein, ou même des DSI aussi qui étaient parties toutes seules, à l'inverse, elles vont devenir coupables de tout, quoi. La donnée est fausse, c'est à cause de la DSI. Ben non, parce qu'il va falloir travailler aussi à partager une gouvernance pour définir des responsabilités sur le maintien du système, le maintien de la qualité des données, les objectifs de reporting. On va aussi avoir des nouveaux rôles qui vont pouvoir apparaître sur la maîtrise de la gouvernance de la donnée, qui peut être aussi un rôle qui n'appartienne ni au métier ni à la DSI, hein, qui puisse reporter au DG ou au DAF, et qui puisse avoir un rôle de fonction de contrôle comme peut l'être un audit interne ou un contrôle interne qui va avoir une vision de contrôle sur l'ensemble des métiers. Donc comme tu disais tout à l'heure, au début il faut qu'il y ait un métier qui démarre avec la DSI pour que le bourgeon démarre, quoi, pour que le projet prenne. Mais après ça va devenir des projets assez transverses et il va falloir qu'il y ait une responsabilité partagée et que tout le monde entre guillemets mette au pot ou intègre les rôles de la data dans ses organisations, donc dans son quotidien, dans le coût de ses effectifs, pour que la mécanique globale fonctionne et se mette en place. Mais alors, comment tu penses que tu ferais concrètement pour mettre ça en place, pour faire en sorte que cette mécanique fonctionne ? Comme disait Stéphanie, il faut démarrer petit, faut créer des rôles, et puis il faut avancer par étapes en maturité. On ne sait pas en fait hein, quand on démarre un projet de data forcément quel va être l'usage dans l'entreprise. Donc on essaye de le prédire et puis de faire des choix tactiques, mais en fait c'est assez difficile d'avoir un choix stratégique à long terme. Alors on va partir sur un éditeur, on va partir sur une pile applicative, et puis en avançant en fait on va se rendre compte qu'il y a de l'obsolescence. Par exemple, on a vu sur la Hadoop, Horton était très très, très déployés. Ils ont été rachetés par Cloudera. Et là, depuis 2 ans, on voit d'assez nombreux clients qui se posent la question de rester parce que les licences ont augmenté et qui vont partir de ces technos. Et tu vois, ça, pour moi, c'est des phénomènes. On peut pas les prédire quand on démarre, quoi. Donc, il faut garder cet aspect itératif, change, hein, sur la maîtrise des plateformes. Parfois, c'est lourd. Hein. On accompagne une assurance, niortaise, dans la refonte de ces flux. On compte plus de 2000 flux. On a calculé, on essaye de voir les méthodes pour travailler sur ce sujet-là. On a calculé qu'il fallait 15 ETP
Donc 15 personnes à temps plein sur quasiment un an, sur 9 à 10 mois, pour monter les 2000 flux sur la nouvelle techno. Donc ouais, ça pose des problèmes, mais ça va bouger, il va falloir changer tout le temps. Donc il faut l'accepter, l'anticiper, et puis trouver les moyens de l'opérer, quoi. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, et toi aussi Stéphanie, de dire qu'on commence petit, moi, j'avais été confrontée sur des gros projets de recherche au fait que y a énormément de partenaires, on a un seul objectif, donc c'est pas un petit projet, on peut pas commencer par une strat, mais finalement pour essayer d'emmener tout le monde et justement de faire ce côté itératif, c'est au lieu de se dire on va gagner du temps en prenant tout le monde et faire en sorte que ça marche d'un coup, d'aller vraiment voir chacun des acteurs et de prendre le temps de discuter avec chacun des acteurs pour justement instaurer cette relation DSI métier qui est pas évidente, et puis de venir inspirer après chaque acteur métier, parce que y aura eu déjà des exemples qui auront commencé à fonctionner à l'intérieur même du projet. J'ai le cas d'un projet assurantiel là, où donc j'accompagne le Chief Data Officer qui n'est pas DSI, qui est l'AMOA de la refonte d'un projet décisionnel. Et puis, on voit l'architecture s'est mise en place, et puis les équipes informatiques commencent à structurer les différents domaines et à prendre des options en fait, de structuration des bases de données par rapport aux objets métiers. Et je dis à mon client, est-ce que tu es OK, quoi ? Est-ce que tu as validé le truc ? Est-ce que les choix de structuration des données ils sont corrects ou pas ? Il me dit, je sais pas, ils ont fait des choix, ça a été validé par les comités architecture, ça a été validé par les... Bon. Mais est-ce qu'on a été voir les métiers ? Est-ce qu'ils ont été demandés, quoi, tu vois ? Et puis la réponse des équipes techniques, c'est de toute façon, les métiers, ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le temps. Alors je leur dis, pourquoi vous faites le projet alors ? Parce que quand vous arrivez à la fin du projet, ils n'ont toujours pas le niveau et pas le temps, quoi. Donc le projet, il leur a servi à rien, quoi. Donc effectivement, il faut arriver à trouver l'équilibre et à mouiller les gens, quoi. S'ils veulent du résultat, effectivement, il faut qu'ils changent, en fait, il faut qu'ils mettent des lunettes data sur leur quotidien et qu'ils changent la manière de travailler au quotidien, qu'ils mettent une partie de leur temps, une partie de leur organisation, une partie de leur réflexe sur un mode de fonctionnement basé en fait, sur l'exploitation des données. Je rejoins ton expression de mettre des lunettes data. D'un autre côté, c'est nous aussi, IT, on doit mettre des lunettes métier. Quand on démarre un projet, effectivement, tu disais, la première chose à faire, c'est le tour de table en fait, des différents interlocuteurs métiers pour comprendre quelles sont leurs problématiques au quotidien et bien comprendre aussi leur vocabulaire. On a un vocabulaire IT qui n'est pas compréhensible, on va dire, des métiers, et inversement. Donc la première chose à faire, c'est de bien comprendre en fait quelles sont les problématiques métiers avant de démarrer un projet data. Et moi, il y a des projets qui marchent bien, des fonctionnements, des organisations qui marchent bien. Et un exemple où ça marche bien, c'est effectivement démarrer par ça, par échanger avec les métiers sur quel est leur quotidien, qu'est-ce qu'ils font, pour ensuite effectivement décliner le projet. Et un projet, moi, où ça a très bien marché, on avait une équipe de mise en œuvre avec un chef de projet côté mise en œuvre, on avait un référent métier, et aussi le référent métier était accompagné d'un chef de projet qui était habitué aux méthodologies de gestion de projet informatique, qui permettait de faire le lien en fait, entre la mise en œuvre et aussi le métier. Donc c'est aussi très important de se faire accompagner par des gens qui maîtrisent aussi les process et qui sachent faire cette traduction métier technique qui n'est pas toujours simple. Ouais, pour rebondir aussi là-dessus, moi je vais rajouter quelque chose. Effectivement, j'ai eu la chance de travailler sur pas mal de projets où les métiers n'avaient pas forcément le temps, comme tu disais, et pas forcément non plus l'appétence par rapport aux données. Ils ne savaient pas forcément comment ça fonctionnait. Ils les utilisent, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'une table, ils ne savent pas ce que c'est qu'une base, ils ne sont pas sensibilisés à ça. Et une mécanique qui fonctionnait bien, c'est quand ces gens-là étaient accompagnés par une assistance administratrice d'ouvrage qui était spécialisée sur des problématiques data, qui eux avaient ces aspects-là à l'esprit et pouvaient les accompagner correctement sur des choses qui pouvaient être faites, d'autres qui ne pouvaient pas être faites, qui n'étaient pas accessibles. Et ça permet d'avoir une meilleure communication justement entre les métiers et la MOE. Et je te rejoins tout à fait là-dessus aussi. Côté MOE, il faut que le même effort soit fait d'aller vers les métiers, comprendre la donnée. Donc c'est des analystes qui s'intéressent vraiment aux données métiers pour pouvoir échanger plus facilement par rapport aux besoins. J'ai pu avoir cette casquette d'AMOA là, en face du directeur là, qui dit faites-moi planter des tableaux de bord, là, je voudrais que ça marche, quoi. Et des fois aussi, je les violente dans l'autre sens en leur disant dans le monde dans lequel on est, il n'y a pas de directeur métier qui peuvent avoir un impact sur leur processus
s'ils ne maîtrisent pas leur modèle de données. Alors, il ne faut pas qu'ils maîtrisent les modèles de données techniques, mais qu'ils comprennent les grands objets de gestion avec lesquels ils vont structurer le SI. S'ils n'arrivent pas à structurer leur pensée en mode modèle de gestion, ils ne pourront pas avoir d'influence ou comprendre ce qui va se passer dans les processus. Donc ça challenge aussi un certain des entre guillemets, vieux directeurs qui ont toujours fait comme ça, quoi, de se dire ah bah oui, en fait, bah non, ouais, maintenant, si je veux avoir les leviers sur... Parce qu'en plus, il y a de moins en moins de middle management, hein, donc c'est vraiment les systèmes d'information qui permettent de piloter le terrain. Si je veux avoir les leviers, si je veux être efficace, il va falloir que j'écoute ce que dit mon AMOA et que je rentre dans le truc et que je me mette à comprendre ce que c'est les systèmes d'information. Il y en a un, j'avais même dit, écoute, soit tu montes ton niveau, soit tu délègues, quoi. Et finalement, il a monté son niveau, quoi. Il s'est mis à bosser, quoi. Ça, effectivement, moi je le vois tous les jours. Hein. Les métiers sont plus ou moins matures par rapport à ça. Donc, il y a des métiers qui comprennent tout de suite et qui font l'effort d'aller dans ce sens-là, le sens que tu indiques. Et puis pour d'autres, non, c'est pas dans leur culture, c'est pas leur façon de faire. Et c'est vraiment un accompagnement laborieux au quotidien pour les emmener jusque là-bas, quoi. Et il y en a, on voit que c'est vraiment compliqué, ouais, effectivement. Mais voilà, il faut le faire. Le temps passe très vite et il y a un sujet quand même que j'aimerais qu'on aborde. En plus, c'est sur un peu les moyens et le comment on peut réaliser ces projets data-là. Et notamment, on peut pas parler du cloud. Du coup, on a différents retours d'expérience aussi là-dessus, des convictions, notamment dans la santé. Je pense que tu nous avais partagé des choses qui étaient assez intéressantes sur le sujet. C'est pas la réponse à tout, notamment, mais ça reste quand même des grandes questions qu'on aborde toujours avec nos clients aujourd'hui. Peut-être que vous voulez commencer par le cloud. Je vais peut-être commencer par le cloud. Alors, aujourd'hui, effectivement, la plupart des entreprises, c'est de se positionner sur le cloud. Donc là, moi, je suis dans une société où ils avaient une partie déjà qui était sur AWS. Ils ont fait des études pour la partie dataware et plus données autour des différentes plateformes. Donc, c'est des choix assez difficiles, structurants. Donc, tu évoquais tout à l'heure tout ce qui était Hadoop, etc., où effectivement, ils étaient partis dessus, ils en reviennent un peu, du coup. Hein. Et donc, là, la méthode qui a été choisie, c'est de prendre quelques plateformes, faire des tests comparatifs sur ces plateformes-là, et puis qualifier un certain nombre d'indicateurs pour chaque plateforme. Donc, il y en avait, par exemple, sur le gap qu'il y avait technologiquement de passer... de leur existant vers cette nouvelle plateforme, quel coût par rapport aux compétences qu'ils ont, par rapport aux dosings qu'ils ont, par rapport au traitement qu'ils ont actuellement sur la plateforme existante, des problèmes de sécurité, des questions de sécurité, voilà, un certain nombre d'aspects comme ça qui sont passés en vue, qui étaient importantes pour la société qui faisait ce choix-là. Je pense que les critères peuvent être différents pour d'autres sociétés, et chacun des produits a été évalué selon ces critères-là, et a donné lieu à un choix. Derrière, il y a beaucoup de travail de créer un framework pour redéfinir comment on va adresser cette nouvelle plateforme, quel traitement on va mettre en place, comment on va migrer. Derrière, il y a beaucoup de temps à passer et de coûts, donc on y va par étapes. Je pense qu'il y a aussi une grosse crainte. Hein. Moi, je vois surtout dans le secteur bancaire et très fortement dans le secteur assurantiel, il y a une grosse crainte des clouders américains d'avoir une dépendance des données aux clouders. Alors, malgré tout, il y a des éditeurs qui proposent des couches de clés, de sécurisation des données pour protéger les données d'une volonté de prise de main des Américains sur les données qui pouvaient être exploitées. Mais malgré tout, ça pèse beaucoup encore sur les choix des roadmaps. Et je pense qu'il y a une espèce de fébrilité ou d'attente autour d'un projet de cloud souverain, où on parle de Yellow Cloud aussi, avec un acteur du transport de courrier, par exemple. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va émerger ? On ne sait pas. Et en tout cas, s'il émerge, il va quand même récupérer, je pense, les technologies qui sont développées par Google, Amazon et Microsoft pour exploiter ce nouveau cloud. Donc, de toute façon, il y a une tendance forte d'exploiter la R&D qui a été faite par ces trois éditeurs,
qu'elle puisse être sur les plateformes cloud américaines, qu'elle puisse être sur les peut-être futurs clouds souverains qui pourraient être mis en place. OVH, par exemple, qui est très, très actif vers ça. Et puis, ces outils peuvent aussi quand même être exploités sur les data centers on-prem des clients. Donc, il y a effectivement un tâtonnement en fait, sur le niveau d'hybridation entre ce que je garde chez moi, ce qui est vraiment de la donnée à moi, ou de la donnée où j'ai moins de prise de risque. Je peux commencer à la mettre sur du cloud, où je l'ai nettoyée, je l'ai sécurisée, je peux commencer à la mettre en place. Mais le choix de tuning, je pense qu'il n'y a plus... il n'y a plus de décision univoque, tout on-prem, tout cloud, mais il y a un curseur que chacun essaye de caler au mieux, quoi. Oui, même ce que je disais, au niveau du choix d'une plateforme de cloud, ce n'est pas forcément une seule plateforme qui est choisie. Hein. Là où je suis, il y a du GCP, de la WS. Donc voilà, je pense que c'est prudemment que les personnes choisissent plusieurs possibilités, quoi, pour pouvoir éventuellement se retourner. Effectivement, pour revenir aux données, il n'y a pas que le risque de se faire voler les données. Je sais que la question, là où j'étais, s'est posée pendant un certain temps, justement, et ça a bloqué le choix, c'était le risque de ne pas pouvoir accéder à ces données aussi. C'est-à-dire que la personne ferme les robinets et on n'a plus accès aux données. Donc là, effectivement, c'était une grosse question de se poser, de savoir quelles données pouvaient être placées sur le cloud, quelles données devaient rester on-premise, et sélectionner comme ça, au cas par cas, en fait, les informations. Et alors pour mettre un petit relief sur le fait que le cloud ne peut pas forcément toujours la réponse à tout. C'est vrai que dans la santé, on parlait tout à l'heure qu'il y a quand même des problèmes aussi de protection des données. Donc déjà, d'une part, pour limiter les risques pour la vie privée des personnes. Donc si on vient les mettre sur le cloud, ça rajoute du risque. Alors il y a quand même toute une réglementation autour de ça, avec l'hébergement de données de santé. Donc il faut héberger ces données sur des clouds qui sont labellisés, qui ont des niveaux de sécurité supplémentaires. Mais parfois, ça ne suffit pas à rassurer la confiance. Et puis ça peut poser aussi des problèmes techniques et aussi des problèmes de propriété des données, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément... Parfois, il y a certains gros projets, on va avoir besoin de mettre en commun des jeux de données de différents acteurs et on ne veut pas forcément partager ces données, les données à l'autre. Alors, comment on fait ? Il y a des méthodes qui existent, donc par exemple l'apprentissage fédéré, où donc là, c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'intelligence artificielle, mais qui pourrait être une technique... qui s'applique à d'autres types de projets, où finalement, en fait, plutôt que de déplacer les données, de les centraliser et ensuite de venir faire des calculs sur ces données, on va déplacer le calcul. Donc, on laisse les données dans chaque établissement de santé, par exemple, chaque hôpital, et puis l'algorithme va se déplacer, va venir faire des calculs, par exemple, au CHU de Nantes, et puis ensuite de faire des calculs au CHU d'Angers, et puis après, il y aura une centralisation de tout ça. Mais les données resteront toujours dans le seau initial et il n'y aura pas de risque de transfert. Et ça marche pour des données de santé publique, entre guillemets, mais c'est ce que font aussi les laboratoires pharmaceutiques. En ce moment, ils travaillent sur des grosses bases de données pour faire de la découverte de nouveaux médicaments, mais évidemment, ils ne veulent pas partager aux copains. Donc, ils utilisent ce type de méthode pour que chacun garde ses données chez soi. Ils ont un modèle commun qui se partage, mais chacun reste propriétaire de ses données. Et également, il y a aussi d'autres choses qui se font pas mal autour de la blockchain pour justement un peu lutter contre le côté centralisation du cloud. En tout cas, ça pose la question de comment bien investir dans toutes ces nouvelles technologies IT où on a encore énormément de changements et de mouvances technologiques, donc pour bien choisir ses orientations. Et ça pose aussi la question des compétences qui évoluent fortement et vite avec le marché, mais qui sont quand même indispensables pour pouvoir mener à bien l'ensemble de ces projets. Je sais qu'entre confrères, on discute souvent de ces points-là qui sont cruciaux pour nous. Quelles sont les bonnes compétences qu'il faut avoir pour se donner les clés du succès aujourd'hui? Comment est-ce qu'elles évoluent? Quel regard vous avez là-dessus? Il y a même un équilibre à avoir en fait, entre les technologies qu'on a et le marché des compétences. Je donnais l'exemple tout à l'heure d'un assureur là, qui a 2000 traitements à monter. Là. La techno, c'est plus trop celle qu'on a nous dans nos effectifs, quoi, et donc, ni dans le marché. Quoi. Donc quelque part, ils font le saut un peu tard. Et en fait, le marché a bougé, les compétences ont évolué et ils vont avoir du mal à trouver le volume de personnes nécessaires pour faire la montée de version. Donc effectivement, il faut arriver à maintenir
la techno et la compétence en fonction du marché disponible dans une bonne adéquation, quoi. Et puis, il y a des métiers aussi pointus, spécifiques qui apparaissent avec le RGPD. Enfin, dans les conférences d'aujourd'hui, je pense que tout le monde a parlé du RGPD, mais donc il y a le DPO qui peut avoir un rôle aussi, hein, maintenant sur l'ensemble des projets. Et enfin, j'ai vu des projets clients où, par exemple, sur du CRM, sur des campagnes marketing, dans une caisse de retraite, on voulait envoyer une information en fait, sur les droits liés au handicap. En fait, il y avait des droits supplémentaires. Mais donc, vous avez une information handicap oui, non, quoi. Oui. Bah donc, tout le système doit être habilité à un hébergement de données de santé, puisqu'il y a une donnée de santé dans le système. Poum, fin du projet. On arrête tout, retour arrière, juridique, machin. Donc ça va être des rôles qui vont être importants, puis qui vont devoir aussi acculturer sur des dimensions assez pointues en fait, l'ensemble de la population. On a aussi maintenant, on évoquait avec le cloud, un côté un peu plus contrôle de gestion aussi, hein, dans les métiers techniques, avec le FinOps. C'est-à-dire qu'on peut plus se permettre de regarder le lendemain la consommation de la veille. On peut, en une requête, brûler le budget du mois, hein, qui était prévu, hein, qui était alloué pour exploiter le cloud, parce que la requête était trop grosse ou quelque chose. Donc il y a des métiers de supervision et même de conception. Hein, finalement, on va choisir et designer les services en fonction de leur prix. Et donc il y a un aspect finance, par exemple, qui va aussi renforcer certains profils, ou qui va être une compétence nécessaire dans les équipes, quoi. Au-delà des technos, c'est aussi des compétences qui doivent évoluer, et donc avoir des profils qui soient toujours capables, quels qu'ils soient chez nos clients ou nous, chez les prestataires, d'évoluer en dehors de leur techno, mais plutôt en fonction de leur métier en tant que tel. Et même transverse aussi, pour justement pouvoir faire le lien entre la technique et les métiers. Donc je pense que ce type de profil-là va aussi avoir de plus en plus de valeur sur les projets. Ouais, et puis on voit des gens... avant, enfin, à l'époque où tu parlais, là, il y a très longtemps, on voyait quelqu'un, il était talent, il était informatica, voilà, il était sur l'ETL, mais un ETL. Maintenant, il faut en avoir 2 ou 3, et puis avoir une vision sur la roadmap de l'éditeur pour comprendre les limites. On ne veut pas juste un gars qui maîtrise sa techno. Donc, ouais, en plus, effectivement, on va vouloir aussi qu'il soit assurance ou industrie. Donc, effectivement, ça fait peser sur le portefeuille de compétences du collaborateur un poids assez important. Et c'est, je pense, aussi un effet qui fait qu'il y a une raréfaction, hein, des candidats aussi sur le marché. Là, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a qui cherchent du travail, mais je pense que dans la data, il y a de quoi faire. Oui, c'est aussi une des difficultés, effectivement, aussi de faire comprendre aux clients quand on démarre un projet que, effectivement, quand un collaborateur est expérimenté sur une technologie, si on parle des ETL par exemple, un ETL, je dirais, on change d'ETL, la philosophie d'un ETL, ça reste la même. Donc il ne faut pas se brider non plus ou s'effrayer en se disant, voilà, je vais faire intervenir une personne sur un projet qui n'est pas expérimenté, qui n'a pas 5 ans d'expérience sur le même outil. Ne faut pas que ce soit un frein, parce que les collaborateurs, ils sont habitués à changer d'outils, ils sont habitués à s'adapter, et c'est aussi un travail, je dirais, des ESN de les accompagner, de les former continuellement en fait, sur ces nouveaux outils. Donc voilà, c'est des difficultés qu'on rencontre aussi, de faire passer ces messages-là auprès des clients. Effectivement, au sein du secteur de la data, on a du travail, on manque de bras, donc faut être ouvert, et les collaborateurs savent s'adapter. Alors, par rapport à ça, justement, sur des problématiques ETL, souvent les traitements sont quand même assez similaires. Donc, il y a une étude qui est faite en amont où on va designer en fait les traitements par rapport aux problématiques qu'on rencontre. Et ensuite, c'est une déclinaison de ce traitement-là. Donc, autant la conception générale au début demande des compétences assez élevées. Donc, même ça peut être fait de façon collégiale avec l'ensemble de l'équipe pour faire des choix. Quand on veut faire un contrôle, quand on veut récupérer du JSON, par rapport à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, faire des choix techniques pour y répondre, et ensuite, une fois que ces choix sont faits, le décliner dans des projets, ça reste relativement, ça ne demande pas une expertise complète du produit, quoi. Donc ça permet de maîtriser plusieurs produits.
J'aurais aimé qu'on parle aussi des méthodes qu'on peut appliquer, mais malheureusement, le temps est écoulé. Donc, avant de clôturer, merci beaucoup pour vos apports. On pourra peut-être prendre une ou deux questions. Voilà, en synthèse, moi, ce que je retiens, c'est une relation de sponsoring forte à tous les niveaux, des métiers et des DSI qui se parlent, avoir un cadre technologique ouvert et souple et pouvoir s'adapter dans le temps. Et puis, l'humain au centre, c'est ce qu'on a dit à la fin, sans lequel on ne pourrait pas mener tous ces beaux projets data. Donc, je ne sais pas si à distance, il y avait des questions qui étaient posées ou pas, ou si dans la salle, on peut prendre une ou deux avant de laisser la dernière conférence démarrer. Moi, c'est vrai que côté organisation, on voit que la difficulté là, sur un sujet transversal comme la data, c'est souvent les organisations en silo et les structures informatiques en silo et les organisations humaines en silo. Et comment impulser au mieux cette transversalité, comment la gérer au mieux dans les organisations silotées. Est-ce que vous avez des idées, des retours d'expérience là-dessus? Par rapport à ça, moi je prends souvent l'angle de la data quality. La data quality, ça fait pas très sexy au départ. Personne veut payer entre guillemets pour ça. Mais en fait, c'est un point de départ. Alors, je prends souvent l'image, par exemple, par rapport à la santé. On sait ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Il faut pas fumer, il faut faire du sport, il faut pas manger trop gras. Après, on le fait pas forcément tous, quoi. Et donc, il faut arriver à faire prendre conscience au métier, par exemple, que quand ils râlent parce que le KPI est pas bon, ils peuvent pas prendre leurs décisions, la DSI a pas assez travaillé sur la donnée. En fait, est-ce qu'eux aussi, ils ont fait leur effort sur leur processus et sur leur data quality? Et en créant un référentiel commun de gouvernance, on arrive à trouver un espace de travail où, entre guillemets, chacun va mettre au pot. Donc, je sais pas, moi, je suis les achats, je vais mettre à jour le référentiel fournisseur. Moi, je suis le marketing, je vais peut-être mettre à jour le référentiel produit. Moi, je suis la DSI, je vais mettre à jour le référentiel orga et people. Et en fait, tout le monde va travailler sur la data quality et va tirer les bénéfices en fait, du petit travail de chacun, quoi. Et en partant d'un truc qui est un peu austère, la data quality, on a du mal à récupérer des budgets. On peut trouver des mécaniques en fait, qui vont faire collaborer. Alors, il n'y a pas forcément dans le premier jour, dans la première réunion, les 10 directions. Hein, il y en a peut-être qu'une ou deux, quoi, mais petit à petit, qui les font basculer, qui les font rentrer dans le modèle et qui les mettent sur un mode collaboratif. Moi, je dirais d'une façon générale, c'est qu'il n'y a pas de méthode globale qui marche pour tout le monde. Il faut à chaque fois s'adapter en fonction des organisations, de la taille des équipes, des appétences de chacun, des envies, des motivations. Mais je dirais que la première question à se poser, c'est comment je peux améliorer mon quotidien, quelle valeur je peux tirer de mes données. Et c'est ça qui va être le point de départ, je dirais, à votre projet. Et après, qui fera ou non boule de neige avec les services à côté. Mais il faut vraiment déjà apporter de la valeur au métier, c'est le point de départ. Merci à tous. Du coup, on va laisser la prochaine conférence démarrer à l'heure, mais si vous souhaitez continuer la conversation, on sera tous à votre disponibilité en sortant de la salle. Donc, merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt.